Alors passons au troisième cas clinique. Donc, une patiente de 27 ans vous consulte pour une éruption cutanée douloureuse des deux jambes. Elle a pour antécédent un asthme à l'effort dans l'enfance, une appendicectomie, une interruption volontaire de grossesse chirurgicale à 17 ans. Elle est ingénieure, elle a séjourné pendant 1 an en Afrique. Les douleurs ont commencé il y a 3 jours, au réveil. Elles sont localisées aux 2 chevilles et l'empêchent de dormir. Puis sont apparues des lésions cutanées douloureuses à la palpation et prurigineuses. De ce début d'énoncé, retenez qu'il s'agit d'une femme jeune. Donc femme jeune, vous parlerez de contraception. Il s'agit d'une éruption cutanée. Elle est asthmatique à l'effort pendant son enfance. Est-ce qu'il y a un lien avec une maladie pulmonaire? Est-ce que c'est pour vous dire qu'il y aura certains médicaments contre-indiqués? Elle a séjourné en Afrique. Est-ce que c'est pour vous parler de maladies infectieuses? Est-ce que c'est pour que vous n'oubliez pas de prévenir l'anguillulose en cas de corticothérapie? Et les douleurs des 2 chevilles associées à des lésions cutanées. Voilà les photographies de ces lésions que vous devrez interpréter un petit peu plus loin. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que ce sont des lésions rouges, érythémateuses, qui sont un petit peu profondes, qui sont assez bien limitées, vu qu'on peut dessiner les contours, qui sont localisées au niveau des membres inférieurs. Alors, première question. Décrivez les lésions. Quel est votre diagnostic dermatologique? Donc, il s'agit de lésions nodulaires. Des nodules parce que ce sont des lésions qui sont un petit peu en relief, qui sont sous-cutanées. Ce sont des lésions qui sont érythémateuses. C'est-à-dire qui sont rouges. Elles sont bien limitées. On peut en dessiner les contours au crayon. Et elles ont différentes teintes de couleurs qui correspondent aux différentes phases de la bilygénie. Donc, elles sont d'abord rouges, puis bleues, puis elles évoluent en passant par le jaune avant de disparaître. Et ce sont des lésions qui sont dermo-hypodermiques, qui sont un petit peu profondes. C'est ce qu'on appelle un érythème noueux. J'insiste beaucoup sur cette sémiologie. L'érythème noueux, c'est une lésion dermatologique assez typique qui est associée à beaucoup de diagnostics de maladies infectieuses ou de maladies de système. Et c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans les cas cliniques. Alors, quelles sont les étiologies de ces lésions dermatologiques? Premières étiologies à évoquer sont les causes infectieuses. Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, donc c'est celui qui donne les angines bactériennes les plus fréquentes. La yersignose, c'est un germe qui donne des infections digestives. La tuberculose, ça c'est vraiment 3 infections, il faut les retenir, ça donne fréquemment des érythèmes noueux. Et puis après, on a énormément d'autres diagnostics, que ce soit des bactéries, des parasites, des champignons, des virus. Ensuite, on a des causes inflammatoires. Retenez également 3 maladies. La sarcoïdose, les maladies intestinales chroniques inflammatoires, donc la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, et la maladie de Behçet. Et retenez qu'on peut avoir d'autres causes, des causes médicamenteuses, des maladies du sang, ou un érythème noueux peut être idiopathique. Mais retenez essentiellement ces choses. 3 infections, donc le streptocoque, la yersinia et la tuberculose. 3 maladies inflammatoires, la sarcoïdose, les maladies inflammatoires du type digestif et la maladie de Behçet. Et retenez qu'on peut avoir beaucoup d'autres causes. Troisième question. Qu'est-ce qu'il faut rechercher à l'examen clinique chez cette patiente qui présente un érythème noueux? Donc il faut rechercher tous les arguments qui vont vous orienter vers chacune des causes possibles de cet érythème noueux. Première chose, un examen clinique, c'est un interrogatoire et un examen physique. Donc, recherchez tout ce qui vous orientera vers les différentes étiologies qui ont été évoquées. Pour le streptocoque, recherchez si le patient a eu une angine récemment. Pour la tuberculose, est-ce qu'il est bien vacciné? Est-ce qu'il a des sujets autour de lui qui ont eu la tuberculose? Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il maigrit? Est-ce qu'il crache du sang? Pour les infections digestives comme la yersignose, est-ce qu'il a la diarrhée? Est-ce qu'il a des douleurs? Est-ce qu'il a de la fièvre? Concernant les maladies système, recherchez les symptômes évocateurs de sarcoïdose, donc une dyspnée,
des signes ophtalmologiques avec l'uvéite, des signes articulaires avec des douleurs articulaires, un syndrome sec, un syndrome de Raynaud, une paralysie faciale, une parotidite. Pour la maladie de B7, recherchez l'aphthose bipolaire, qui est vraiment le symptôme évocateur de maladie de B7. Pour les maladies du tube digestif, évoquez les douleurs abdominales, les diarrhées glérosanglantes. Pour les autres causes, demandez à la patiente quel type de médicament elle a pris et recherchez si ça peut être associé à des érythèmes noueux. Recherchez également des hémopathies, donc examinez les aires ganglionnaires de la patiente afin de rechercher des adénopathies pathologiques qui vous orienteraient vers une origine tumorale ou hématologique. Quatrième question, quel est votre bilan paraclinique? Donc on a un érythème noueux, on va considérer que l'examen clinique ne nous a pas orienté vers un diagnostic particulier. Comment est-ce que vous allez vous orienter sur le plan paraclinique? Là, c'est la même chose. Il faut rechercher à peu près toutes les causes d'érythème noueux et tous les examens qui vont pouvoir vous orienter vers ces causes. Donc, d'abord, n'oubliez jamais la biologie standard qui peut donner beaucoup d'informations, notamment en termes de NFS. Parce qu'une NFS, si vous avez une hyperleucocytose à polynucléaire, ça va vous orienter vers quelque chose d'infectieux. Et si vous avez, par exemple, une lymphopénie, ça va beaucoup vous orienter vers quelque chose d'auto-immun, comme une sarcoïdose, un lupus ou toute autre maladie auto-immune. Le ionogramme, l'urée, la créatininémie, une atteinte rénale pourra aussi vous orienter vers quelque chose d'auto-immun. Le syndrome inflammatoire, les biologies hépatiques. Ensuite, pensez à ce qui est assez spécifique des étiologies que vous avez évoquées. Pour rechercher une sarcoïdose, recherchez la calcémie et la calciurie. Alors, les sarcoïdoses sont dans à peu près 10-15% des cas associés à une hypercalcémie et de façon beaucoup plus fréquente dans quasiment un tiers des cas associés à une hypercalciurie des 24 heures. C'est quelque chose qui est important à rechercher dans la sarcoïdose. C'est aussi une élévation de la calciurie vous oriente vers une rechute de la maladie. Pensez sarcoïdose, l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Ensuite, pour rechercher une tuberculose, c'est l'intradermoréaction, où on pourrait aussi parler du quantiféron, du dosage de l'interféron. Ensuite, pour rechercher un streptocoque, les anticorps, pour rechercher une hémopathie, les LDH, pour rechercher une infection digestive, les prélèvements infectieux, donc essentiellement les coprocultures, pour rechercher une maladie chronique inflammatoire du tube digestif, les auto-anticorps, les ASCA, les NANA. En termes d'imagerie, pensez à faire une radiographie thoracique, qui permet de rechercher beaucoup de maladies que vous avez évoquées, essentiellement la sarcoïdose et la tuberculose. Radiographie thoracique, c'est vraiment l'examen de dépistage d'énormément de maladies de système ou de maladies infectieuses. L'électrocardiogramme, et puis selon votre orientation, beaucoup d'examens. Vous êtes très orienté vers la sarcoïdose, les EFR avec des LCO. Vous êtes très orienté vers une tuberculose, le tubage gastrique, la sérologie VIH, la fibroscopie bronchique pour la sarcoïdose et la tuberculose, la coloscopie avec biopsie pour les maladies chroniques inflammatoires du tube digestif. Cinquième question. Est-ce qu'il faut biopsier cette lésion? Quel serait le résultat d'une biopsie? Alors, il faut que vous reteniez une chose. L'érythème noueux ne doit pas être biopsié. L'érythème noueux n'apporte rien sur le plan étiologique en termes d'histologie. C'est-à-dire un érythème noueux est toujours un infiltrat inflammatoire de l'hypoderme et du derme non spécifique. Donc, ne pas biopsier un érythème noueux. Par contre, d'autres lésions dans diverses maladies peuvent être biopsiées. Par exemple, dans une sarcoïdose, les sarcoïdes cutanés, les lésions de lupus pernio, et les lésions cicatricielles peuvent être biopsiées parce qu'elles nous montreront des arguments pour le diagnostic. Sixième question.
On vous donne une radiographie. Décrivez-la. Quel est votre diagnostic? Donc voici cette radiographie. Il faut l'interpréter de la même façon que les fois précédentes. Donc, est-ce qu'il y a une anomalie pariétale? Est-ce qu'il y a une anomalie au niveau des contours cardiaques? Est-ce qu'il y a une anomalie au niveau du médiastin? Est-ce qu'il y a un syndrome pleural? C'est-à-dire les cul-de-sac pleuraux sont-ils lésés? Est-ce qu'il y a un syndrome interstitiel ou un syndrome alvéolaire? Ici, la chose que vous devez remarquer tout de suite, c'est ce syndrome hilaire ou médiastinal, avec des adénopathies médiastinales qui sont bilatérales et symétriques. Ce que vous pouvez remarquer à l'imagerie, c'est cet aspect qui est dit en oreille d'ours, c'est-à-dire un petit peu comme ça. C'est un aspect qui est typique de la sarcoïdose. Contrairement à la tuberculose, à un lymphome ou aux autres syndromes de masse médiastinale. Donc, comment interpréter cette radiographie? D'abord, décrivez la technique. Il s'agit d'une radiographie thoracique de face en inspiration. Puis décrivez en termes de sémiologie. On a un syndrome médiastinal ou hilaire avec des opacités hilaires bilatérales, symétriques, homogènes, polylobées. Donc, polylobée, c'est en oreille d'ours, non compressive, interbronchique, évocatrice d'adénopathie. Et on n'a aucun autre syndrome pariétal, cardiaque, pleural, alvéolaire ou interstitiel. Et ceci, c'est un diagnostic de sarcoïdose qui découle de cette radiographie de stade 1, avec un syndrome de Löfgren. Donc retenez bien, les adénopathies médiastinales du sarcoïdose, elles sont bilatérales et symétriques, et elles sont polylobées. Donc vraiment, hop, en oreille d'ours, sur une radio qui est par ailleurs normale. Alors, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Donc, cette sarcoïdose doit être traitée. Il s'agit d'une maladie de système chez une femme jeune avec une atteinte pulmonaire, une atteinte cutanée. Donc, le traitement pourra être ambulatoire ou pourra être hospitalisé initialement en fonction de la gravité du tableau. C'est une patiente qui présente un érythème noueux, une sarcoïdose. Il faut traiter l'érythème noueux. Le traitement de l'érythème noueux, c'est essentiellement le repos. Repos au lit, jambes surélevées. C'est le repos qui va diminuer l'inflammation au niveau sous-cutané, au niveau dermo-hypodermique, et qui va permettre la guérison de l'érythème noueux. Ensuite, c'est une patiente qui a mal. Pensez aux antalgiques et surtout aux anti-inflammatoires, qui sont le traitement antalgique recommandé dans l'érythème noueux. Puis, il faudra traiter la sarcoïdose. C'est une patiente qui a un syndrome de Löfgren, c'est-à-dire qu'elle présente les symptômes parmi fièvre, uvéite, arthralgie, érythème noueux, anergie tuberculinique et le syndrome hilaire bilatéral symétrique de stade 1 radiologique. Et le syndrome de Löfgren n'est pas associé à un risque viscéral important, et c'est un syndrome qui guérit en général spontanément, qui ne doit donc pas être traité par corticothérapie. Et puis, c'est une patiente qui pourra éventuellement être hospitalisée, donc pensez à prévenir la phlébite si elle est alitée. Pensez à toutes les mesures associées. Elle travaille, il faut arrêter son travail, au moins pour quelques jours ou quelques semaines. Elle va avoir des médicaments et elle a une maladie chronique. Il faut l'éduquer. Retenez vraiment, toute maladie de système doit être informée et éduquée. Essentiellement dans le cadre de la sarcoïdose, pas de tabac, puisque c'est une atteinte du poumon, et pas d'exposition solaire, parce que le soleil peut précipiter les atteintes de la sarcoïdose. Excusez-moi. Et puis c'est une patiente qui devrait être surveillée cliniquement, son érythème noueux, l'apparition de nouvelles atteintes, et au niveau biologique, dans la sarcoïdose, surveiller l'enzyme de conversion de l'angiotensine, la calcémie, la calciurie, puis faites des épreuves fonctionnelles respiratoires,
refaites des imageries thoraciques, enfin une surveillance clinique et paraclinique qui doit être assez rapprochée. 8e question. Fin septembre, vous retrouvez votre patiente de garde aux urgences. Elle est partie en vacances au soleil et depuis, elle est fatiguée, anxieuse, elle a perdu du poids, elle a soif, elle urine énormément, elle a mal au ventre, elle vomit. Elle pense avoir été victime d'une intoxication alimentaire. Vous remarquez un épaississement indolore de son ancienne cicatrice d'appendicectomie. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, chez une patiente qui a une sarcoïdose et qui a une hypertrophie des cicatrices, il faut que vous vous souveniez que la sarcoïdose provoque une hypertrophie des cicatrices. C'est un symptôme qui est très très évocateur de sarcoïdose et surtout évocateur de poussée de sarcoïdose. Donc, sarcoïdose, hypertrophie des cicatrices. Question 9. Quelle est votre hypothèse diagnostique devant le tableau présenté par la patiente? Quel est son mécanisme? Donc, c'est une patiente qui a mal au ventre, qui perd du poids, qui est asthénique, qui a un syndrome polyuro-polydipsique, alors qu'elle a une sarcoïdose et qu'elle est partie au soleil. Il faut que vous pensiez à l'hypercalcémie. L'hypercalcémie, c'est un diagnostic qui cliniquement est assez difficile parce qu'il y a énormément de signes et aucun n'est spécifique. Mais ici, c'est vraiment le contexte qui doit vous faire évoquer ça. Hypercalcémie. Pourquoi? Parce que les patientes qui ont une sarcoïdose font de l'hypercalcémie. Pourquoi? Parce que les granulomes sarcoïdosiques produisent en grande quantité une enzyme, la 1-alpha-hydroxylase, qui permet de transformer la vitamine D inactive en vitamine D active. Et donc, on a cette enzyme qui active la vitamine D, qui est en très grande quantité dans le corps. Normalement, le corps régule la quantité de vitamine D active par le biais de cette enzyme. Dans la sarcoïdose, on a beaucoup trop d'enzymes qui l'activent, et donc, dans les conditions qui font produire beaucoup de vitamine D inactive, on la transforme en vitamine D active et on aboutit à une hypervitaminose D. Le soleil fait produire à l'organisme du précurseur de la vitamine D. Donc, lorsqu'on a une sarcoïdose, qu'on s'expose au soleil, ça provoque la formation de beaucoup de vitamine D inactive qui est transformée en vitamine D active, qui provoque une hypervitaminose D. L'hypervitaminose D augmente l'absorption digestive de calcium et sa réabsorption rénale, et donc entraîne une hypercalcémie. Donc, retenez, sarcoïdose et soleil entraînent l'hypercalcémie. Dixième question. Quelle va être votre prise en charge thérapeutique globale? Donc, c'est une patiente qui a une sarcoïdose qui se complique d'hypercalcémie. Il va falloir traiter l'hypercalcémie, mais également revoir le traitement de fond de la sarcoïdose parce que l'hypercalcémie est une atteinte qui est grave. D'abord, il faut hospitaliser la patiente en soins intensifs ou en réanimation selon son état parce que l'hypercalcémie est une urgence thérapeutique et peut être associée à des troubles du rythme cardiaque. Donc, c'est une patiente qui doit être scopée. Une hypercalcémie doit être surveillée avec un monitorage. Repos au lit, monitorage, oxygène si besoin. Il faut d'abord traiter l'hypercalcémie parce que c'est ça l'urgence vitale. Le traitement de l'hypercalcémie, le traitement principal, c'est de l'eau. Il faut hydrater la patiente de façon abondante. C'est ça qui traitera l'hypercalcémie. Ensuite, il y a d'autres médicaments qui existent, mais qui sont moins importants que l'hydratation. C'est les biphosphonates, la calcitonine, éventuellement les diurétiques. Mais une patiente qui est en hypercalcémie se déshydrate. Et si on met des diurétiques avant d'avoir réhydraté la patiente, on va aggraver son état clinique. Et puis, en dernier recours, si l'état de la patiente est grave, l'épuration extra-rénale et la dialyse. Mais surtout, retenez, le traitement principal de l'hypercalcémie, c'est l'hydratation. Ensuite, il faudra revoir le traitement de la sarcoïdose. C'est une patiente qui présente des atteintes graves, donc qui devra bénéficier d'une corticothérapie. Corticoïde, avec un traitement d'attaque, puis un traitement d'entretien, donc des fortes doses, puis une décroissance progressive.
toute corticothérapie doit être associée à des mesures qu'il ne faudra jamais oublier. Régime sans sel, pauvre en graisse, pauvre en sucre, riche en protéines, supplémentation potassique. Une chose est très importante dans la sarcoïdose. On ne supplémente pas en vitamine D et en calcium. Pourquoi? Parce que les sarcoïdoses font des hypercalcémies et des hypervitaminoses D. Donc ici, donner du calcium à une patiente qui est traitée pour hypercalcémie pourrait la tuer. Dans une sarcoïdose, on va surveiller le taux de calcium et de vitamine D, supplémenter si c'est nécessaire, mais ne jamais se précipiter sur une supplémentation. Pensez à éradiquer l'anguillulose, parce que c'est une patiente qui est partie en vacances en Afrique. Pensez au biphosphonate et pensez surtout à éduquer la patiente. Corticoïdes, pour que le traitement soit bien pris, il faut que le patient ait compris son intérêt et qu'il ait compris comment marche le traitement. Puis ensuite, pour prendre en charge la patiente, pensez au traitement des symptômes, les antalgiques, les antiémétiques. Pensez à l'anticoagulation si elle est alitée, à la prévention de l'ulcère de stress en cas de risque. Puis, il faut éduquer la patiente à sa sarcoïdose. J'insiste vraiment beaucoup sur l'éducation dans les maladies de système. Il faut qu'elle évite l'exposition solaire, puisque le soleil provoque l'hypercalcémie, et c'est une patiente qui a fait une hypercalcémie grave avec sa sarcoïdose. Elle fume, il faut donc qu'elle arrête de fumer. C'est une maladie chronique qui va nécessiter beaucoup d'exploration, beaucoup d'examens, pendant plusieurs années probablement. Donc, déclaration d'affection longue durée pour que la patiente soit prise en charge à 100% sur le plan financier. L'arrêt de travail si nécessaire et la surveillance de la patiente. En conclusion de ce cas clinique, il faut que vous reteniez plusieurs choses. L'érythème noueux, c'est une lésion dermatologique, une nouure, quelque chose d'érythémateux. C'est douloureux, c'est associé à des arthralgies des chevilles, c'est sur les membres inférieurs. Retenez ces étiologies, c'est-à-dire essentiellement 3 infections, le streptocoque, la tuberculose, yersignose, et 3 maladies de système, la sarcoïdose, les maladies chroniques inflammatoires du tube digestif, la maladie de Behçet, et beaucoup d'autres pathologies. Ensuite, retenez la sarcoïdose, maladie de système également fréquente, qui a beaucoup de manifestations pulmonaires, mais qui peut être extrapulmonaire. Retenez qu'elle a des manifestations cutanées. L'hypertrophie des cicatrices est quelque chose d'évocateur. Retenez certaines atteintes graves, notamment l'hypercalcémie qui peut être déclenchée par le soleil. Et ensuite, retenez, sur tout ce cas clinique, que toute maladie de système doit être éduquée. Le patient doit comprendre la maladie, ses traitements. C'est ça qui va lui permettre d'être pris en charge de façon efficace. Voilà pour le 3e cas clinique.